Donc, il y a tous ces trucs-là à revoir. Et comme on a dit, on va laisser la place au débat et souhaitons que nous puissions sortir quelque chose pour nous remettre en cause. Merci beaucoup, Adia. Donc, ici, on retient la question de modèle, c'est la famille comme d'abord le premier modèle essentiel pour inculquer les valeurs nécessaires pour les enfants. Alors, je voudrais, tout récemment, on sait, hein, aujourd'hui, l'université a eu d'autres modèles depuis près de 20 ans. Et l'actualité nous démontre que l'État même est obligé d'utiliser les moyens forts pour revenir aux choses. Alors donc, pour cela, je voudrais rebondir pour demander au professeur Yaya Karamoko, eux qui reçoivent des milliers d'étudiants aujourd'hui. On voit les étudiants qui sont là, vous êtes des profs brillants. Normalement, ils devaient s'inspirer de vous, mais on se rend compte avec ce qu'on a là, qu'il y a d'autres inspirations, d'autres sources d'inspiration qui sont antagonistes de ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que cela vous inspire? Pourquoi aujourd'hui, le regard n'est pas vers des modèles comme vous, mais plutôt d'autres modèles qui sont déviants? Et la question du modèle, dans le cas de l'entrée à l'enseignement supérieur, je parle aussi sous le contrôle en sollicitant les bénédictions des maîtres qui sont là. Vous parlez d'université. Effectivement, le train qui n'arrive pas à l'heure, on parle plus de celui-là que celui qui respecte le calendrier. Dieu merci, ils sont très nombreux, des jeunes filles, les jeunes garçons qui arrivent à l'université, qui nous donnent beaucoup de satisfaction, des fois qui nous surprennent après les efforts des maîtres. Ils sont là, ils sont encore nombreux. Voici pourquoi c'est maintenant qu'il faut agir pour que ceux qui arrivent, qui ont des difficultés d'adaptation, de s'intégrer sur le droit chemin, c'est maintenant qu'il faut contenir pour que cela ne se démultiplie pas pour contaminer l'ensemble qui est en train de faire donner satisfaction aux maîtres. Imaginez, je le dis parce que je prends l'exemple de l'école polytechnique de Paris. Dans le monde francophone, c'est une des écoles d'ingénieurs. Dans le monde aussi, c'est une des écoles d'ingénieurs les plus courues. Et à l'époque, les Ivoiriens étaient une entrée. Après M. Thiam, 8 ans, quelqu'un d'autre entre 4 ans. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, nos enfants, là, ils y entrent à 8 par an, 5 par an. Donc, les efforts des maîtres d'hier et d'aujourd'hui est en train de payer. Mais, à côté de ça, nous sommes dans un contexte que les maîtres n'ont pas connu quand on les éduquait eux-mêmes. Dans un contexte qui est soumis par des changements accélérés. Il y a le changement et il y a accélération. Le premier de ces changements accélérés, c'est le changement climatique. Mine de rien, ce n'est pas une question d'intempéries seulement, mais ça crée des bouleversements dans des zones. Il pleuvait, des gens étaient agriculteurs, ils ne peuvent plus être agriculteurs. D'autres étaient pasteurs, ils doivent quitter leur localité de leurs ancêtres. Il y a des mouvements, il y a beaucoup de conflits et leurs conséquences qui viennent de ces changements climatiques. Et c'est des choses qui s'accélèrent. Vous voyez, c'est un contexte très changeant. Un autre changement que nous vivons, c'est le décloisonnement des compartiments sociaux, nationaux, la globalisation de tout. Avant, l'éducateur faisait attention à la compagnie de la personne qu'il éduque, à quoi cette personne est exposée. La maman faisait très attention aux amis de la jeune fille. C'était une technique de contrôle. Je sais ce que je donne, mais j'aimerais bien savoir à quoi d'autre tu es exposé. Là, il y a un décloisonnement total qui est illustré par les autoroutes de l'information, les réseaux sociaux aujourd'hui, qui est illustré par le fait que tout ce qui existe dans ce monde, ton enfant a accès à tout ce qui a pu exister. Donc, l'exposition est totale. Et ça, c'est quelque chose qui va aller en s'accélérant. L'autre changement, c'est les capacités technologiques, les capacités des puces. Ce terminal aujourd'hui, qui est un téléphone, il a peut-être 2 fois la capacité des ordinateurs personnels quand j'étais en première année. Et quand la puissance technologique augmente, des applications sont créées qui vont encore bouleverser le fonctionnement social. Dans ce contexte de changement-là,
il y a des nouveaux types de modèles qui ont été créés. Excusez-moi, je m'étends un peu dessus sans abuser. Avant, quand on disait que Alassane, il est vraiment un très bon tapissier, quand il te fait un canapé, tu as l'impression que c'est un canapé importé. C'est comme ça qu'on avait un nom quand on était jeune. On dit Joël, c'est un très bon attaquant. Grâce à lui, le village remporte toujours les tournois régionaux. Il fallait d'abord faire des efforts, produire de la valeur avant qu'on parle de toi. Mais quelque chose est arrivé par la technologie, les réseaux sociaux, où il y a deux choses essentielles qui créent de la valeur. C'est absolument nouveau. Le nombre de vues, c'est très passif. Le nombre de vues. Il a fait une vidéo qui a 1 million de vues. Quand on nous éduquait, quand on éduquait nos maîtres, juste des vues pour avoir de la valeur, le nombre de j'aime, ça fait qu'il y a quelque chose qui existe dans la société qu'on essayait de contenir, d'aider, qui est la médiocrité, qui a trouvé un pouvoir inespéré à travers ces processus de 2 millions de vues. Mais, par exemple, s'exprimer correctement en langue française comme en langue malinké, ça demande des efforts, il y a des fautes, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, on est obligé de s'instruire en langue kwara. Mais quand on fait kwara, quand on fait kwara, quand on fait le convertir, donc, on apprend à s'exprimer. Et dans ce contexte-là, on devient star par la mauvaise façon de s'exprimer. Parce qu'on s'exprime de façon vulgaire, triviale, médiocre, on devient une star. Parce que on se rend compte que le petit Alassane qui fait les bons canapés, le petit Joël qui est un attaquant de talent, la petite Marie qui est une peintre qui a de l'avenir, a dû supporter des choses que la plupart des gens ne veulent pas supporter. Donc ceux qui font mal sont forcément plus nombreux. Si c'est le nombre de j'aime qui fait qu'on est visible, mais les autres, l'excellence, la méritocratie ne va pas disparaître, elle sera en souffrance à côté de la médiocrité. Donc il y a un nouvel élitisme médiocratique qui par sa capacité à capter l'attention, parce que l'attention est une grande marchandise de notre temps. Il trouve sa place parce qu'il capte l'attention qu'il va aller vendre à la publicité. Et à l'intérieur, la concentration de nos enfants sur un objectif est menacée. C'est eux qui sont la marchandise dans l'affaire. La médiocrité va capter l'attention, vendre à des élites qui ont besoin de l'attention des gens, qui vont envoyer cette médiocrité, capter l'attention, et l'enfant est tiraillé dans ce contexte. Alors que lui, pour sa réussite, il doit se fixer un objectif, chercher un chemin pour aller vers cet objectif. Je sais qu'il y a notre maman et des hommes d'expérience sur le panel. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci. Merci, professeur. Je pense que là, le professeur a abordé deux grands problèmes. Tous les changements que nous avons, mais surtout le changement de la visibilité. Aujourd'hui, la façon d'être visible avec les réseaux sociaux est différente de ce qu'on avait avant. Et donc, bien entendu, ce paradigme-là fait que nos enfants sont focalisés sur cette façon d'être visible. Et malheureusement, ce sont les médiocres qu'on voit plus que ceux qui font de bonnes choses. Je pense que ça, c'est déjà un élément essentiel que nous devons tous retenir ici. Et tout à l'heure, on verra quelles sont les solutions qu'on va... Tout à l'heure, je vais ouvrir le débat au public, mais je vais juste demander, parce que je viens toujours vers LH, parce que son expérience, gérer des enfants au quotidien, de bas âge, parce que quand on dit inné, ou bien les écoles qu'il a gérées, c'est de la maternelle jusqu'en terminale, et on voit des générations passer. Et donc, je voulais juste demander, avant d'ouvrir le débat au public, permettre à LH Sangaré, en tant que pédagogue, avec son expérience,
de nous dire cette souffrance des meilleurs vis-à-vis des médiocres. Comment vous le vivez à l'école et comment vous l'expliquez? Bien. Peut-être les tentatives d'explication. Parce que nous partons des faits, mais les faits sont contextuels. Notre constat aujourd'hui est que nous avons dit que la famille devait assurer la transmission des valeurs. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a des fondamentaux qui manquent même aux enfants lorsqu'ils viennent dans un établissement scolaire. Il y a des fondamentaux. Le respect de l'aîné, la question de la dignité, la question des valeurs d'intégrité, de probité. Il y a ces fondamentaux-là qui manquent. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont les parents qui ne sont pas bien éduqués? Je ne le crois pas. Je pense que les parents ont une éducation qu'ils n'ont pas le temps de transmettre à leurs enfants. Ou ils n'utilisent pas suffisamment les moyens qu'ils peuvent leur permettre de pouvoir transmettre ces valeurs à leurs enfants. Sur la question, par exemple, des écoles, nous estimons à l'école que l'éducation se fait par la discipline. C'est-à-dire que l'école fixe des disciplines en indiquant aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et leur demande donc de respecter cela. Confronté à cette difficulté, j'ai rencontré un officier de gendarmerie un jour et puis je lui ai demandé, mais comment ils font pour assurer la discipline à la gendarmerie? Il dit parce que j'aurais besoin de son expérience pour m'aider à l'école. Il m'a posé une petite question mais qui était profonde. Il m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à la contrainte? Est-ce que vous êtes prêt à assumer la contrainte à l'école? Si vous êtes prêt à le faire, eh bien, vous pourrez assurer la discipline. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de discipline sans contrainte. Or, la contrainte a disparu de la famille, de la cellule familiale. Les gens n'arrivent plus à dire à leurs enfants, arrête. Et quand l'enfant refuse de s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour le faire arrêter? Donc, la question de l'autorité familiale. Elle commence à être absente. Et si cette autorité est absente à la maison, tout le travail se déverse sur l'école. Si les fondamentaux ne sont pas établis, que la question se déverse sur l'école, ça va être compliqué pour l'école. Parce que nous disons toujours à l'école, nous pouvons offrir beaucoup de choses à un enfant à l'école, sauf l'affection. Parce que quand vous avez 2000 enfants, à qui vous donnez l'affection, à qui vous ne donnez pas l'affection. Or, dans l'éducation, l'affection est très importante pour pouvoir convaincre l'enfant, pour pouvoir l'inspirer et lui faire admettre un certain nombre de choses. Cette relation filiale qu'il y a entre le père et la mère, entre le parent et l'enfant, permet de transmettre des fois des valeurs, des choses que l'enfant peut accepter. Et si vous n'avez pas cette affection, des fois, c'est difficile. Nous avons un constat, c'est que les familles ne transmettent pas suffisamment la présence de Dieu en leur sein. Nous parlons de Dieu. Combien d'entre nous avons le temps, la question de temps, disposer du temps nécessaire pour parler de Dieu à nos enfants, pour le mettre au centre de toutes nos activités? Est-ce que nous-mêmes, par notre comportement de tous les jours, nous faisons comprendre à nos enfants que c'est Dieu d'abord et avant toute chose? Or, si Allah est absent de notre vie, c'est clair que tout ce que nous allons faire n'a pas de fondement, n'a pas de support. C'est la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'avoir le support qu'il faut et qui permet aux enfants d'avoir des éducations correctes. Les grandes questions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui en matière d'éducation dans nos établissements sont des questions liées à la probité, à l'intégrité, à la droiture, questions liées à la pudeur, la question de la protection de la pudeur. Il y a des choses inimaginables qui se passent dans les écoles. Quand des élèves peuvent arriver dans un établissement scolaire, tout en sachant qu'ils sont dans une école qui peuvent être vus à n'importe quel moment, qui peuvent entretenir des relations sexuelles au sein de l'établissement, alors qu'ils savent qu'ils peuvent être vus à n'importe quel moment, c'est des gens qui n'ont plus peur.